Et ce matin, pour le Soliflare, eh bien, encore une fois, 15 minutes sur une œuvre qui m'est apparue hier matin et que voici, la diseuse de Bonaventure de Georges de la Tour, qui se trouve au Metropolitan Museum à New York. Qui est une œuvre qui, dès le premier regard, vous indique qu'il y a eu une coupure quelque part. Vous voyez qu'ici, le personnage à gauche est découpé. En fait, on sait qu'à un moment de son existence, cette œuvre a été, malheureusement découpée sur le côté gauche. Ce qui veut dire que le personnage central, qui pour nous paraît légèrement décentré précisément, était bien au centre. Donc on a une composition resserrée à mi-corps sur 5 personnages, un jeune homme, on va dire un jeune galant, et 4 femmes, 3 jeunes femmes et une beaucoup plus âgée, qui est précisément la diseuse de Bonaventure, qui donne son titre à l'œuvre. Avant d'entrer dans les détails, évidemment, de l'œuvre, vous précisez qu'elle fait partie d'une période qu'on appelle la période diurne de Georges de la Tour et qu'elle correspond à un mouvement artistique que l'on va appeler le caravagisme. Alors ça peut nous paraître un peu étonnant parce que là précisément on est un petit peu en dehors des clous du caravagisme pour ce qui est des contrastes très forts entre l'ombre et la lumière, où l'on va avoir toujours un système d'éclairage très brutal qui va donner un caractère monumental au personnage. Mais si vous regardez bien, vous avez bien un éclairage par en haut à droite. On le voit avec les jeux d'ombre. Et on reviendra ensuite sur les différents éléments dans un instant. Georges de la Tour est connu aussi pour sa période très très sombre, que l'on appelle les nocturnes. Donc, on a cette opposition entre nocturne et diurne. Et ici, je vous présente très rapidement ce Saint-Joseph Charpentier qui se trouve au Louvre. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de le voir, il faut vraiment le voir en vérité, en vrai, parce que la lumière provenant de cette bougie est absolument incroyable. J'essaie juste de vous la donner d'un peu plus près ici, vous voyez, avec donc l'enfant qui soutient en fait son père. Notez une chose, c'est que Georges de la Tour est un artiste lorrain qui en fait fait partie du royaume de France. Il est né peu de temps avant le rattachement de sa commune de naissance à la France. Il va faire une partie de sa carrière en Lorraine et il est influencé par différents éléments. En l'occurrence, en termes artistiques, il est influencé par l'art de Caravage, je vais y venir, mais dans sa vie, il est influencé aussi par la réalité de la guerre de 30 ans, puisque Lunéville, la cité dans laquelle il s'est installé en début de carrière, est malheureusement ravagée par la guerre. Et donc, cela implique un certain nombre de visions dans le travail de la tour. Notez que donc, on a vraiment 2 périodes, diurne pour le début de sa carrière, on va dire, et nocturne par la suite. Alors, pour ce qui concerne le sujet qui nous intéresse, la diseuse de Bonaventure, c'est véritablement un sujet qui est mis à l'honneur avec cette œuvre de Caravage, qui se trouve au Louvre, elle aussi, et qui représente donc, encore une fois, un jeune homme très bien mis. On a affaire à un gentilhomme, vraisemblablement, qui porte l'épée au côté, qui a enlevé, vous le voyez, son gant pour se faire dire la bonne aventure par cette jeune femme. Alors, cette jeune femme, chez Caravage, porte toutes les caractéristiques de la bohémienne, que l'on peut aussi appeler gitane, en fait, il faut vraiment le comprendre comme ça, avec ce vêtement, vous voyez, qui est asymétrique, cette espèce de grand manteau qui est noué sur une épaule et qui est caractéristique de la bohémienne au XVIIe siècle.
Ce qui est caractéristique aussi, c'est l'éclairage en haut à gauche qui force le trait de l'ombre et de la lumière, même si on est aussi dans une œuvre assez lumineuse de Caravage. Et vous voyez qu'il y a un jeu de regard entre les deux personnages qui place finalement cette œuvre moins dans le domaine de la divination que dans le domaine de la séduction. Il y a ça véritablement chez Caravage. Or, chez Caravage, on sait que cette diseuse de Bonaventure, qui a quand même presque 40 ans d'avance sur celle de la tour qui va nous occuper, on associe cette œuvre systématiquement à une autre œuvre du Caravage à peu près de la même période qui s'appelle Les Tricheurs. C'est ainsi qu'on estime que dans l'œuvre de Delatour, il y a aussi un pendant qui peut être soit le tricheur à l'as de trèfle que vous voyez ici et qui se trouve aux États-Unis, au Texas, dont les dimensions correspondent avec celles de l'œuvre qui nous intéresse, donc la diseuse de Bonaventure, soit celle-ci, qui est le tricheur à l'as de carreau. Regardez bien, c'est exactement la même composition. Hop, hop. Il y a simplement des différences dans le vêtement, mais cette œuvre-ci qui est au Louvre est légèrement plus grande que la précédente. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit il s'agirait de deux ensembles et donc il nous manquerait l'une des œuvres, soit en fait ce sont des copies isolées. Enfin bon, voilà, il y a un peu de mystère. Je ne vais pas m'appesantir sur ces tricheurs à l'as et je vais revenir, si vous voulez bien, à l'œuvre qui nous intéresse et on va passer un petit peu de temps là-dessus. Alors, d'abord la datation. Le Metropolitan Museum date les années 1630. Il y a des difficultés parce que précisément que ce soit l'un ou l'autre des tricheurs à l'as qui soit le pendant de cette œuvre implique une datation différente. Soit on est dans les années 1632, soit on est après 1635. Nous, ça ne nous intéresse pas tant pour la compréhension de cette œuvre. Ce qui est important, en revanche, c'est d'abord de noter la taille, ici, de la signature, qui est très, très imposante. Et dans la signature, Georges de la Tour indique que c'est bien lui qui est à l'origine de cette œuvre, mais il mentionne le nom de la cité, c'est-à-dire Lunéville, Lotharingie, donc Lorraine. Attention, il est possible qu'il ait réalisé cette œuvre après son départ de Lunéville, mais qu'il ait voulu le signer de Lunéville pour une raison X ou Y, le commanditaire étant peut-être installé à Lunéville. Maintenant, on va s'intéresser aux détails. Donc, ce que l'on voit, c'est ce groupe de personnages dont la composition, le choix des couleurs va nous permettre de nous intéresser d'abord au jeune homme. Nous sommes d'abord attirés par le regard du jeune homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette masse brune et rose est enfermée par les masses blanches de la manche droite de la première gitane et du fichu en fait de la coiffe de celle qui nous fait face, ainsi que de son ovale, l'ovale de son visage qui est très très blanc. Vous remarquerez par ailleurs qu'il y a dans la représentation des tissus, regardez la finesse de la dentelle ici, un souci qui est absolument fantastique dans la restitution des étoffes, des motifs. Et celui-ci, c'est vraiment un chef-d'œuvre, cette coiffe de la vieille bohémienne. Précisément, c'est cette vieille femme qui dit la bonne aventure. Alors, regardez, le jeune homme tend sa main gauche, mais elle ne va pas lui lire les lignes de la main. Au XVIIe siècle, dire la bonne aventure en lisant les lignes de la main, c'est réservé à une élite en quelque sorte intellectuelle. Les bohémiennes, elles, lisent les lignes de la main en utilisant une petite pièce qui a été donnée évidemment par celui qui veut qu'on lui lise son avenir. Elles vont marquer un signe dans la main de leur,
client et ensuite elle conserve la pièce, donc en général d'argent ou d'or, pour rétribution. Bon, tout va bien jusque-là. Vous remarquerez qu'on a une simplification du visage de cette bohémienne qui nous fait face, mais dont le regard est tourné vers la droite du tableau, donc la gauche. Pour nous, elle est tournée vers ces deux autres jeunes femmes. Le jeune homme, lui, regarde la vieille femme. La vieille femme regarde le jeune homme. Mais en vérité, ce qu'il faut qu'on regarde, ce sont les mains des trois bohémiennes, un peu trop belles, qui explique que le jeune homme ne regarde pas exactement là où il devrait regarder. En fait, il est un petit peu occupé à faire le beau, l'air de rien, pour séduire ces jeunes femmes. Or, que font-elles? Regardez le jeu des mains. Celle de droite est en train de lui voler sa bourse. Celle de gauche, à l'arrière-plan, est en train de lui voler un médaillon en or. Vous le voyez, elle est occupée à le couper. Donc, il y a dans cette œuvre plusieurs éléments. D'abord, il y a la diffusion d'un motif qui est assez traditionnel au XVIIe siècle concernant la bohémienne. En général, c'est plutôt la femme bohémienne. C'est que ce sont des voleurs. En fait, il faut bien le dire. Tous ceux qu'on appelle maintenant d'un terme très générique de gens du voyage, que l'on appelait à l'époque bohémiens, même s'ils ne viennent pas de Bohème, qu'on peut aussi appeler gitans, enfin, il y a une terminologie infinie, eh bien, sont assimilés à des voleurs. On va les reconnaître systématiquement par le vêtement bariolé et vous voyez systématiquement cette étoffe qui est nouée de façon asymétrique sur l'une des épaules. Ce sont en fait des tapis qui sont mis ici. D'ailleurs, c'est le motif d'un tapis que de la Tour a très certainement vu. La vieille femme est occupée à détourner l'attention du jeune homme et il s'agit donc probablement d'une forme de moralisation pour appeler les jeunes gens à être conscients qu'il faut se méfier de la trop grande beauté des jeunes femmes. Il ne faut pas se laisser séduire, si vous voulez, par les sirènes de la jeunesse et de la beauté. Pour finir sur ce tableau, je voulais vous préciser qu'il a disparu pendant une très longue période. Alors, quand j'entends disparu, qu'en fait, il était dans une collection particulière et que, en fait, de la Tour est tombé un petit peu dans l'oubli pendant plusieurs centaines d'années. On méconnaissait son travail. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale que l'un des membres de la famille qui possédait cette œuvre, qui avait été emprisonné en Allemagne, et au cours de cette captivité, avait vu des ouvrages et des gravures sur des œuvres de la Tour. Il a reconnu ainsi ce tableau qu'il connaissait dans son grenier. Enfin, il n'a pas reconnu le tableau parce qu'il n'était pas documenté le tableau, mais il a reconnu le style. Et donc, il en a parlé à des membres du Louvre après la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi que les conservateurs du Louvre ont négocié pour acheter l'œuvre. Et finalement, l'achat ne s'est pas fait. C'est un collectionneur fort connu qui s'appelait Wildenstein qui a surenchéri et qui a obtenu le tableau pour une somme relativement dérisoire qui est celle de 7,5 millions d'anciens francs. C'est pas grand-chose. Et pendant 10 ans, il a eu interdiction de vendre l'œuvre. Donc, il l'a conservée. Mais en 1960, subitement, l'œuvre apparaît accrochée au CIMES du Metropolitan Museum de New York. Et Wildenstein a fait une opération très intéressante parce qu'il a vendu cette œuvre entre 650 000 et 800 000 dollars en 1960, ce qui correspond à une plus-value très conséquente et qui fait de cette œuvre l'une des plus chères de son époque. Or, il y a eu un scandale en France parce que c'est l'un des conservateurs du Louvre qui a signé l'autorisation de vente à l'étranger et que Malraux qui était à l'époque ministre de la Culture, a dû rendre compte de la perte, il a dû rendre des comptes concernant cette vente à l'étranger. Ce que l'on peut dire, c'est que ça signifie qu'à l'époque, les conservateurs du Louvre doutaient de l'authenticité de cette œuvre. On n'en doute plus, évidemment, mais il y a eu depuis des restaurations, évidemment, qui ont permis de considérer qu'il s'agissait bien de la Tour. Tout ça pour vous dire que
les problèmes d'attribution, c'est parfois très compliqué parce qu'il faut disposer évidemment de sources et qu'une signature ne fait pas une authenticité, même si c'est un pas vers cette authenticité. Donc voilà, je voulais vous montrer cette œuvre qui est véritablement captivante pour le coup. Là, elle entre presque dans le cadre de la thématique dont je vais parler, hein, avec la représentation de la vieillesse, où on a vraiment une trogne ici, caractéristique, qui renvoie aussi un peu à la sorcière dont je vous parlais, hein. Le nez est presque crochu, le menton avance avec cette mâchoire prognate. Il y a toujours une manière de représenter la vieillesse qui est très particulière, bien évidemment. Cette œuvre était présentée aussi dans le cadre d'une exposition qui s'est tenue au Grand Palais il y a quelques années et qui s'intitulait Bohème, sur les représentations des bohémiens, mais aussi de la bohème artistique. Vraiment, je vous encourage à la voir si vous avez l'occasion un jour d'aller à New York, si vous en avez envie, bien évidemment. Donc voilà pour cette petite diseuse de bonne aventure, petite, pas si petite en fait, c'est un format assez grand. Et pour la suite des événements, eh bien ce vendredi, oula, j'ai laissé 10h30, pardonnez-moi, c'est 20h30. Aurélie vous retrouvera donc pour vous présenter le musée Jean-Jacques Henner, vendredi 11 décembre à 20h30, donc j'insiste bien, il y a une petite coquille. Je vous retrouve dimanche à 10h30 pour Gauguin et pour la fin de l'année, le château de Chantilly le mardi 15 décembre à 10h30. Voilà pour tout ceci, donc je vais interrompre l'enregistrement